Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour une session de lecture de mon livre La politique pour les nuls, quatrième édition. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais il y a quelques temps, il y a un an, je crois, sur cette chaîne, on avait traité les législatives, on avait écouté le débat de Bardella, Bompard et Attal. On avait essayé de faire un peu des analyses, d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Ensuite, il y avait eu un quiproquo, beaucoup de personnes pensaient qu'on était en train de délire le Premier ministre. Mais en réalité, les législatives, c'était pour élire des députés qui ensuite, entre eux, le président allait proposer son Premier ministre, et ensuite les députés allaient avoir un regard dessus, c'est-à-dire ils auraient pu le laisser passer ou le censurer. Donc du coup, depuis, ça fait un moment que j'ai pas suivi l'actualité, que j'ai pas suivi la politique, que j'ai vraiment lâché l'affaire, parce que c'est des personnes qui n'arrivent pas à me faire me sentir concerné. Beaucoup de problèmes dont il parle à la télévision, beaucoup de choses qui sont dites. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu du remplissage, quoi. On n'a rien à dire d'important, donc on balance de l'info. Donc du coup, j'avoue que je suis un peu en conflit avec les informations, dans le sens où je les trouve pas pertinentes et j'aimerais qu'elles soient traitées d'une manière différente. Mais du coup, ça me fait me dire que dans la vie, en fait, l'information, il faut aller la chercher soi-même, il faut faire ses recherches, il faut s'instruire soi-même, et ensuite pour essayer d'y voir juste un peu plus clair. Moi, en fait, j'avais un gros problème avec la compréhension du fonctionnement de la politique. Je ne le connais pas très bien, et pour ce que j'en connais, je le trouve pas pertinent, hein. Je veux dire, par exemple, le vote du président. Je trouve que ce serait plus pertinent qu'à chaque tour on élimine un candidat et qu'on continue de voter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que deux candidats et qu'il y en ait un qui soit choisi après une sorte de Royal Rumble de vote. Du coup je sais pas à quoi va ressembler cette vidéo. En fait ce que j'avais en tête c'était tout bête, c'était moi qui lis le livre et qui revient dans la vidéo pour réagir sur ce que j'ai lu et sur ce que j'apprends essayer de débattre seul de ce que je lis et de ce que j'apprends. Le livre La politique pour les nuls, il a une partie historique, hein, j'avais déjà commencé à le lire en réalité. J'avais lu une cinquantaine de pages, je crois. Beaucoup d'explications sur comment c'était avant, pas encore d'explications sur comment c'était aujourd'hui. Et je pense vraiment que c'est... Parce qu'en fait, ce que j'étais en train de me dire avant de commencer cette vidéo, parce que je regarde les infos et franchement, je vous mens pas, moi je me sens complètement impuissant. Et j'ai l'impression de n'être qu'une goutte minuscule dans un océan gigantesque. J'avoue que j'ai commencé à me dire comment faire pour changer les choses, comment faire pour changer la donne, comment faire pour faire entendre ma voix de citoyen. Et ben, je pense que le premier point, en fait, le plus important pour moi, je trouve, dans la démocratie, c'est pas spécialement de rester sur ses convictions. Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas spécialement d'avoir des convictions, c'est plutôt d'être ouvert au débat. Parce que beaucoup de problèmes, je pense qu'ils pourraient être résolus par des débats constructifs. Mais ce que je vois des politiciens, j'ai vraiment l'impression que c'est des gens qui sont restés bloqués à comment ça se passait dans la cour d'école et qui se disputent comme des enfants pour des sujets qui sont importants et qu'on a mis au pouvoir des personnes qui au final ne connaissent pas vraiment la vie des citoyens. Je pense qu'on doit aller chercher l'information chez les citoyens. Parce que pour être honnête, des fois ça m'arrive quand j'ai envie de réfléchir, parce que j'ai créé un scénario dans lequel les personnages parlent de la paix dans le monde. Et ça m'arrive de taper sur internet quels sont les problèmes pour les Français. Et en fait, la plupart du temps, c'est des inquiétudes qui sont en fait qui sont légitimes concernant le pouvoir d'achat. Il y en a certains qui parlent de l'immigration, il y en a certains qui parlent de l'écologie. En fait, les préoccupations principales des Français, elles varient selon le Français. Et je pense que le plus important, c'est d'ouvrir le débat, d'être ouvert au débat, d'avoir l'esprit ouvert et d'accepter le fait que certaines personnes peuvent ne pas penser comme nous. Je veux dire, là où moi je vois que l'immigration, je ne comprends pas en quoi c'est un problème, du moment que c'est pas des gens qui font du mal, du moment qu'ils sont pas néfastes pour la société, ces personnes devraient tout autant avoir le droit que moi de travailler, de fonder une famille, de vivre sur le sol français, parce que la Révolution française, avec la Déclaration des droits de l'homme, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, on partait d'un état d'esprit qui était de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Je veux dire, les rois avaient abusé de leur pouvoir, le peuple s'était retourné contre les rois et ils voulaient plus que ça réarrive. Et je pense que la démocratie, en réalité, faut la faire vivre, en fait. La démocratie, il faut la faire vivre, donc faut ouvrir le débat, faut ouvrir les discussions et il faut avoir une ouverture d'esprit suffisamment large pour accepter le fait que des personnes aient des idées différentes des nôtres. Et par le débat, par le dialogue, pour parler, par plein de trucs, je pense qu'on peut trouver des solutions à des problèmes qui paraissent euh, irrésolvables.
Voilà, donc du coup, let's go, c'est parti, moi je vais lire mon livre et je reviens tout de suite dans la vidéo pour vous faire des réactions sur ce que je lis. Allez, à tout de suite. Oui, donc du coup, j'ai commencé à lire, donc ça parle un peu des origines de la démocratie. Ça dit que la France, c'est pas le pays qui a inventé la démocratie, hein, c'était fait en Grèce, à Athènes, où une poignée de citoyens, c'est-à-dire des hommes non esclaves et pas étrangers, discutaient entre eux des différentes lois. Ça a duré environ 100 ans, d'après ce qu'il dit, si j'ai bien compris. Moi, on parle, on dit que, en fait, ils sont en train d'expliquer qu'il y a différents systèmes politiques. Là, j'étais en train d'en lire un sur la Grande-Bretagne, qui expliquait qu'il y avait la cour des parlementaires. Où est-ce que c'est exactement? Le régime parlementaire majoritaire. Et du coup, en fait, moi, ce que j'aimerais faire remarquer, c'est très souvent, dans les systèmes démocratiques, on a le vote. Et le vote, en gros, c'est celui qui a le plus de voix qui est élu. Mais je trouve que c'est pas spécialement pertinent parce que moi, ce que je remarque en France, c'est qu'il y a une pluralité parmi les différents partis qui existent en France, que ce soit d'extrême droite, d'extrême gauche, de centre, de gauche, de droite, d'un peu au centre, mais un tout petit peu à gauche. Il y a beaucoup de partis politiques. Et du coup, moi, c'est un peu ça qui m'a toujours un peu freiné dans l'idée de voter, c'est que ça demande beaucoup d'énergie, en réalité, au niveau de concentration, de suivre ce que disent les gens pour voter. Mais je trouve que les systèmes qui sont expliqués dans ce début de page, ils sont pas spécialement représentatifs de la majorité. Ils sont en train d'expliquer que le système de Grande-Bretagne est l'un des plus stables du monde. Mais je trouve, en réalité, je veux dire, admettons, il y a 5 candidats. Il y a le un qui ressort majoritaire et les autres ils se disputent le reste des voix. Mais en réalité, s'il y avait eu qu'une seule personne, et c'est ce qui est arrivé avec les triangulaires en France lors des législatives, en fait, avec les triangulaires, on prenait le risque, en gros, en faisant affronter des personnes d'Attal et des personnes de Bompard dans des votes, on prenait le risque de faire gagner le RN. Donc du coup, ils ont décidé de faire une vague de désistement pour éviter les triangulaires, pour que les votes se regroupent dans un individu. Et l'alliance politique de cette manière-là montre bien que le RN n'est pas spécialement majoritaire. Je veux dire, moi je pense que surtout, en fait, c'est que mon avis, mais je pense que le RN il est aussi populaire parce qu'en fait les gens ils sont agacés par les problèmes de la France et ils trouvent pas de phare dans ce parcours assombri par les problématiques. Et en plus de ça, depuis que je suis petit, moi ce que je note aussi, c'est que les Français se plaignent toujours de leur président. Que c'était Sarkozy, Hollande ou Macron, on avait toujours des trucs à redire au niveau du président. Et du coup, j'avoue que le vote c'est important, je pense que c'est important le vote, mais je trouve que les systèmes de vote ne sont pas représentatifs de vraiment qui est réellement majoritaire. Parce que c'est un peu comme dans Hunter x Hunter, pour ceux qui ont vu l'arc des élections. Dans Hunter x Hunter, il se passe qu'il y a une centaine de candidats qui se présentent, et à chaque tour, on élimine ceux qui ont le moins de voix. Mais il y a plusieurs tours, il n'y en a pas que deux. Et du coup, ça fait que c'est plus représentatif de qui on veut vraiment au pouvoir. C'est-à-dire, ah tiens, si c'est pas lui, moi, si c'est pas mon préféré qui passe, je préfère voter pour le numéro 3 plutôt que de voter pour le numéro 1 au premier tour. Et je pense qu'on devrait vraiment réformer le système de vote. Je pense qu'il n'est pas assez représentatif. Là, ça parle des proportionnels. Les proportionnels, ça va juste tuer la minorité. Parce que dans un système démocratique, on a tendance à se dire oui, si la majorité pense ça, c'est juste, c'est bien. Mais c'est un biais cognitif, c'est un biais erroné. En fait, hein. C'est pas parce que la majorité pense quelque chose que la majorité a raison. Parfois, la minorité a raison. Et justement, dans un système politique et démocratique, il faudrait que la minorité ait suffisamment de place pour pouvoir exprimer ses idées, c'est les problématiques qu'elle a repérées et les solutions qu'elle pourrait proposer pour les résoudre. Voilà. Bon, je vais reprendre la lecture et je reviens tout de suite. Ok, donc j'ai lu, ça parlait du système démocratique américain, ça parlait beaucoup de contre-pouvoir. En fait, ça expliquait que le président, il devait faire, aux États-Unis, le président, il doit faire une sorte de cohabitation avec le Congrès qui est indissoluble. Je sais pas comment est-ce qu'il est élu, et pour être honnête, je vous avoue que quand j'ai acheté ce livre, j'avais pas envie de me renseigner sur comment ça fonctionnait la politique en Grande-Bretagne et aux États-Unis, je voulais savoir comment ça marchait en France.
Ensuite, là, ça se termine, les explications se terminent en fait en disant que des personnes voudraient adopter un système démocratique à l'américaine. Je pense que l'idée de démocratie, elle vient du fait, et c'est un peu contradictoire avec comment ça se passe dans les faits, de limiter le pouvoir à une seule personne. C'est un peu ça l'idéologie de base de la démocratie, c'est éviter qu'une personne décide pour tout le peuple. C'est mettre tout le peuple dans la discussion et prendre tous les avis en compte. Donc du coup, je pense que ce système d'élire des représentants, au final, il est bon. Il est bon. C'est juste qu'on peut l'améliorer. On peut l'améliorer. On pourrait mieux élire les députés en faisant, comme je vous ai dit, un système où au début ils sont 10, on fait un premier tour, celui qui a le moins de voix parmi les 10 il est éliminé, ils sont 9, on fait un autre tour, celui qui a moins de voix parmi les 9 il est éliminé, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule personne. Et du coup, là, ça finit par dire parce que ça parle de réélection, de personnes qui ont fait plusieurs quinquennats, hein, comme quoi il n'y en a que 2 qui sont possibles au début aux États-Unis. Hein, on avait proposé à Abraham Lincoln d'être roi, mais lui il a dit non, les gars, je veux juste être président pendant je crois que c'est 4 ans aux États-Unis, je suis même plus sûr. Et en France, c'est des quinquennats, donc c'est 5 ans d'exercice du pouvoir. Mais dans les faits, en réalité, beaucoup de décisions passent par le président. Beaucoup de lois sont votées et sont approuvées ou pas par le Parlement ou le Sénat. Mais du coup, j'avoue que en fait, je suis un peu mitigé parce que je garde quand même en conviction en fait, les deux systèmes, que ce soit la monarchie ou la démocratie, sont efficaces si les personnes qui sont au pouvoir veulent aider le peuple. Que ce soit un roi unique qui prend son peuple dans son cœur et qui veut vraiment le mettre bien, ou un groupe d'individus élus qui a le peuple dans son cœur et qui veut le mettre bien, les deux feront des bonnes choses pour le peuple. C'est l'intention, pour moi, le plus important. C'est les idées, tout ça, on peut en débattre. Mais l'intention d'aider, elle est super importante. Plutôt que d'être dans le conflit, dans le clash, dans la critique, je pense qu'il faut être dans la discussion et la réflexion. Je l'ai déjà dit en ce début de vidéo, mais je pense vraiment que c'est ça qu'il faut à la démocratie. Et il faudrait mettre les citoyens dans les débats. C'est-à-dire, moi, des fois, je regarde des chaînes comme Public Sénat, comme LCI, qui sont assez politisées. Et pour être honnête, je me sens pas impliqué dans les discussions de l'État. Je veux dire, en fait, ce que je voulais dire au début, c'est que les outils qu'on a à notre disposition, nous les citoyens, c'est le droit de vote, le droit de manifestation, le droit de grève. Et en utilisant tous ces droits-là, on peut parfois se faire entendre. Mais ça demande du temps. Et en fait, parfois, certaines décisions doivent être prises vite. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de débattre, il faut vite réagir, vite intervenir. Et c'est un peu ça le problème quand on est au pouvoir. Je pense que ça, c'est le lot de tout le monde. C'est qu'une fois que tu es au pouvoir, tu as accès à un monde bien plus imprévisible en soi. Et chacune de tes décisions est importante. Ce qui met une pression et une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Moi, je pense qu'être au pouvoir, c'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est pour ça que je suis un peu dans la mécanique d'encourager les dirigeants. Dans le sens où je sais que c'est pas simple. Mais le truc là, c'est que moi, je veux juste que ces dirigeants-là, ils aient conscience de ce qu'est la vie d'un citoyen. La plupart du temps, c'est des personnes qui ont juste fait l'école. Après l'école, ils ont fait un parcours en politique. Puis ensuite, ils sont devenus politiciens. Puis ensuite, ils ont représenté le peuple. Mais au final, ils n'ont jamais vraiment vécu comme des citoyens. Donc, ils ne peuvent pas vraiment comprendre c'est quoi la vie de citoyen. Bref, je voulais réagir sur les quinquennats. Donc, moi, je trouve ça à la fois bien et pas bien. Je trouve ça bien parce que ça peut limiter l'arrivée au pouvoir de personnes qui sont vraiment demeurées et qui savent pas ce qu'elles font et qui font n'importe quoi. Ça peut éviter qu'on soit condamné à avoir un mauvais président. Mais des fois, je me dis que s'il y a un mec qui sort du lot, un mec déter, un mec qui prend le peuple en considération et qui fait tout pour le mettre bien, ça limiterait son champ d'action. En fait, pour le bon que ça apporte, il y a du mauvais que ça apporte. Le bon, c'est que du coup, on peut éviter d'avoir des mauvais présidents. Et le mauvais, c'est que du coup, si on a un bon président, quelqu'un qui sort du lot et qui sait faire la différence, il ne pourra pas exercer le pouvoir plus de 10 ans. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Parce que, en fait, je trouve qu'il faudrait trouver un juste milieu. Je pense que limiter les quinquennats, c'est pas spécialement pertinent en réalité, maintenant que j'y réfléchis. Parce qu'après, aux États-Unis, il y a eu une exception, hein, un président qui a été élu 4 fois, mais c'était à une période de guerre. Mais est-ce qu'il faut toujours attendre d'être dans une situation critique pour faire les choix qui s'imposent?
J'ai vraiment l'impression que la démocratie, elle a cette tendance-là. Elle a tendance à attendre que le pire ait eu lieu pour intervenir. Genre en mode non, mais il t'a pas frappé, je vais pas te défendre. Il t'a pas frappé, je vais pas te défendre. Oh, il t'a cassé la mâchoire, je vais le mettre en prison. Voilà, donc du coup, je pense qu'il faudrait prévenir. Mais prévenir, ça veut pas dire qu'il faut être dans le jugement. Je veux dire, la vie, elle est beaucoup plus abstraite, hein. C'est pas tout noir ou tout blanc, hein. C'est plus des nuances de gris. Et donc du coup, il faut savoir intervenir au bon moment, repérer les signaux d'alarme, et mieux vaut prévenir que guérir, mais sans non plus être se laisser avoir par des biais racistes en disant ouais, les étrangers ils viennent illégalement, ils volent notre travail, c'est des délinquants, ils vendent de la drogue. Tout ça, c'est des clichés. J'ai rencontré beaucoup de personnes immigrées au cours de ma vie. La plupart du temps, elles essaient juste de s'en sortir sans faire de mal à personne. C'est rare. En réalité, c'est des exceptions, les immigrés qui sont criminels. Et bref. Après, c'est un sujet sur lequel j'ai pas trop de renseignements, c'est juste du vécu personnel. Mais j'avoue que peut-être qu'il y a des chiffres qui parlent, j'en sais rien. Mais moi, je pense pas que l'immigration soit un problème. Je pense plutôt que c'est comment est-ce qu'on l'accueille, le problème. Voilà. Donc du coup, des quinquennats limités à la fois pour et contre. Pour parce que ça évite que des teubés soient au pouvoir, contre parce que ça empêcherait des cadors d'être au pouvoir. Et du coup, je pense qu'il faudrait voir ça au cas par cas et parfois faire confiance au peuple. Et en changeant le système de vote, on pourrait avoir des présidents qui correspondent plus aux idéaux du peuple. Voilà, donc je vais continuer de lire. Là, on est en France, l'instabilité institutionnelle. A tout de suite. Ouais, donc du coup, là, ça parlait des allers-retours qu'a fait l'État de la France concernant la démocratie et les systèmes autoritaires. Ça explique qu'à plusieurs reprises, il y a quelques fortes têtes qui se sont démarquées et qu'on fait de la France un régime autoritaire. Et que du coup, ça parlait des Napoléons, justement, comme quoi Napoléon a pu rester au pouvoir tant que ses armes lui permettaient, et que Napoléon III, qui avait réussi à atteindre le pouvoir, était parti faire des guerres hasardeuses et qu'on précipitait sa chute. En réalité, cette envie de conquête, je vais être honnête avec vous, en même temps je la comprends, parce que je pense que moi j'en ai traversé une quand j'étais jeune, hein. J'avais envie de conquérir le monde du business, de devenir super riche et d'avoir tout ce que je veux, et de pouvoir mettre bien les gens que j'aime. Mais en réalité, je pense que la quête du pouvoir, c'est quelque chose qu'on doit éviter. Parce que en fait, on aura beau créer les meilleurs systèmes du monde avec les meilleures justices, les meilleures lois, tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est essayer d'éviter qu'il y ait des détracteurs qui apparaissent. Alors, je disais tout à l'heure qu'il fallait prévenir que guérir sans être non plus excessif dans son jugement. Mais moi, je pense que ça passe par l'éducation en réalité et par aussi un système plus juste. Je veux dire, les gens, ils n'auraient pas envie de pouvoir s'ils avaient le sentiment d'être écoutés. C'est-à-dire, si on pouvait manifester notre mécontentement de manière légitime, qui est prise, qui est acceptée légitimement, parce que parfois elles sont légitimes les colères pour lesquelles les gens manifestent. Par exemple, là, comme ça, de tête, je sais que les taxis manifestent parce que l'État français veut réduire de près de 50% le montant des courses. Et du coup, les gens, ils auraient du mal à vivre avec moins d'argent. Et du coup, ils veulent manifester contre cette loi parce que du coup, ils sont contre. Et du coup, ils manifestent, ils bloquent les routes, tout ça. Mais moi, ce que j'ai toujours remarqué un peu dans les manifestations, c'est qu'elles ne s'adressent jamais aux concernés. Je veux dire, les concernés manifestent et on les entend, mais les personnes qui sont dérangées par les manifestations et qui se disent oh là là, la route est bloquée, je ne peux pas aller travailler, c'est pas le président, c'est pas les députés, c'est pas les sénateurs, c'est les citoyens. Donc il faudrait que les manifestations empêchent, dérangent plus les gens au pouvoir plutôt que le peuple. Voilà, et du coup, oui, il y a aussi le fait que ce que j'étais en train de me dire, c'est oui, les guerres, en réalité, j'avoue que quand t'es sain d'esprit et que t'es posé et que t'es réfléchi, la guerre, c'est jamais la solution. C'est l'ultime recours, la guerre. Prendre les armes, c'est en dernier recours. Moi, quand j'étais plus jeune, et que je me rappelle d'une histoire, un jour, un gars je buvais du coca, et un jour, un gars était venu et m'avait appuyé sur la bouteille de coca, renversant tout le coca sur moi. Je lui ai couru après, je l'ai attrapé, lui il était mort de rire, et à cet instant-là, j'ai hésité entre lui péter la gueule et rester calme. Et j'ai décidé de rester calme ce jour-là.
Parce que, bon, j'avoue que c'était pour éviter d'avoir des problèmes avec le lycée, mais c'est aussi, je pense que ce choix-là que j'ai fait était le plus juste. Parce que en réalité, il faut pas répondre à la connerie par la violence et par la colère. Il faut expliquer les choses calmement. Même si la personne elle s'emporte en face et là en mode ouais mais t'es trop con, t'as pas compris que si le RN il va au pouvoir, on est tous dans la merde, t'es comme eux, t'as des idées de merde. Je veux dire, ça sert à rien de répondre à la colère par la colère, ça fait que générer plus de colère. Il faut apporter de l'apaisement dans les discussions. Des fois, je regarde les informations et tout le monde est consterné. Tout le monde est là en mode je comprends pas pourquoi est-ce que le peuple a fait ça plus tôt. Je comprends pas pourquoi est-ce que le président n'a pas fait ça plus tôt. Faudrait déclarer l'état d'urgence climatique, faudrait faire ci, faudrait faire ça, et les EHPAD. Mais à chaque fois, moi, je vous assure que à chaque fois que j'entends des gens se plaindre du système et le fonctionnement du gouvernement, je leur dis oui, mais l'argent, on le trouve où? Je veux dire, la France, elle a fait des emprunts pour investir dans sa logistique des villes, pour l'électricité, pour plein de trucs. Elle a fait des emprunts. C'est un pays endetté parce qu'elle a cherché à développer son pays avec un système d'emprunt. Je veux dire, c'est con. On est endetté. Et cette dette, en fait, c'est pour maintenir notre niveau de vie actuel. Et même s'il n'est pas parfait, on a quand même comment dire, on a quand même des privilèges que n'a pas le monde entier. Et à chaque fois que j'entends des gens se plaindre du système politique ou de plein de trucs, je me dis oui, mais on fait comment? Oui, mais si les gens veulent pas. Oui, mais si on n'a pas l'argent. Pour plein de trucs. Je veux dire, là, le sujet qui revenait avec les législatives en disant oui, ça va paralyser le pays parce qu'on n'a pas pu voter le budget. Le budget, c'est d'où vient le chiffre? Je veux dire, c'est de l'économie, limite, ça devient du business. Limite, gérer un pays, c'est comme un business. Tu peux pas développer les trams si après tu peux pas payer les gens qui travaillent. Je veux dire, moi j'ai vu à Montpellier des panneaux qui mettent oui, on a commencé des travaux, ça a créé 19 emplois. Ouais, mais cet argent, vous le prenez d'où? Vous le prenez des impôts, vous le prenez d'un prêt, vous le prenez de quoi? En fait, c'est à chaque fois, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que je pense que le vrai problème, c'est pas des initiatives qui sont prises, mais plutôt le montant qu'a à sa disposition l'État pour prendre des initiatives. Parce qu'il n'est pas infini. On ne peut pas tout rénover tout de suite maintenant. Ça coûte des sous, ça demande du temps, ça demande de la main-d'œuvre, ça demande des expertises, ça demande plein de trucs. On ne peut pas tout résoudre en un claquement de doigts. Il faut prendre son temps et c'est pour ça que je pense que le dialogue est le plus important et qu'il faut prioriser les points d'intérêt de l'État. On ne peut pas être sur tous les fronts, c'est ce que je commence à me dire. C'est-à-dire, on demande au président de tout gérer. Faut qu'il gère l'aspect climatique, faut qu'il gère la guerre en Ukraine, faut qu'il gère l'Iran, faut qu'il gère Israël, faut qu'il gère les États-Unis, faut qu'il gère la Russie. Il doit tout gérer et personne ne l'aide. Personne ne l'aide, on fait que le critiquer quand ça va pas. Mais après, en même temps, c'est bien qu'il y ait des critiques. Parce que ça veut dire on peut toujours s'améliorer. Mais j'aimerais quand même parfois qu'on salue qu'il y a des bonnes prises d'initiative et qu'il y a des choses qui sont pas mal. C'est comme par exemple ce truc tout con qui a pas fait beaucoup parler à l'époque. Mais maintenant, les personnes qui font un bac pro, elles ont accès à une rémunération par rapport au stage. Je crois que c'est une centaine d'euros par semaine. Mais moi, je trouve que c'est bien parce que du coup, ça favorise l'inclusion. Voilà, donc du coup, l'instabilité politique de la France, je pense surtout qu'elle est due au fait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut en France. On veut le meilleur pour nous, mais on ne sait pas comment l'atteindre, et on n'accepte pas les réalités qui régissent notre vie. Et on ne se rend pas compte aussi des privilèges qu'on a. Voilà, et du coup, j'aimerais que chacun se pose et se dise, ok, qu'est-ce qui est important maintenant? Moi, je pense que l'important, c'est l'écologie, l'éducation, et développer la culture. C'est mon avis personnel. Je pense qu'avec ces trois clés de voûte d'un programme, si quelqu'un l'a, ça pourrait, sur le long terme, nous permettre de bâtir une paix durable et, et dans laquelle tout le monde se sent en paix et reconnu. Voilà. Donc on va continuer de lire et je reviens tout de suite pour continuer les réactions. Ok, je viens de lire quelque chose d'intéressant. Donc le titre de la petite partie que je viens de lire, c'était Les Deux France. En fait, ça explique que pendant la Seconde Guerre mondiale, Pétain était comment on appelle ça déjà? Un collabo, entre guillemets, je crois que c'est ça le terme. Il collaborait avec le Troisième Reich pour rafler les Juifs, pour exterminer les Juifs. Et du coup, dans l'histoire, en fait, pendant très longtemps, dans les légendes communes, voulaient que la France ait résisté à son occupation tout au long de son occupation. Mais en réalité, certaines personnes
et avait rejoint les idéaux de Pétain et aidé le Troisième Reich à faire sa chasse aux Juifs. Et du coup, ça expliquait que, ça avait été, que la France avait triché avec son histoire. Et je pense que ça, c'est une phrase. Alors, Bouba l'a dit, mais ça vient d'un philosophe, hein, les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Et je pense qu'en réalité, il y a autant de versions de cette France occupée qu'il y a de personnes qui ont vécu. Je pense qu'il y avait autant d'un côté des personnes qui étaient pour le Troisième Reich que des personnes qui étaient contre. Et d'un autre côté, je ne sais pas si c'était équitable, si c'était 50-50, mais il y a eu des personnes qui collaboraient avec le Troisième Reich. C'est par peut-être crainte de mourir aussi, hein, c'est possible, hein, faut pas l'oublier. Mais il y avait des personnes aussi qui résistaient. Je crois que le général de Gaulle a géré la résistance depuis la Grande-Bretagne, de souvenirs. Voilà, donc du coup, je voulais juste réagir sur ça, parce que oui, je pense que tricher sur l'histoire, ça continue à être fait. Mais il y a de plus en plus de gens qui rappellent les faits. Moi, j'aime bien prendre la guerre de l'Ukraine comme exemple, hein. La guerre de l'Ukraine, actuellement en 2022, elle a repris parce que des régions de l'Ukraine demandaient leur indépendance vis-à-vis de l'État ukrainien. Et Poutine, qui a sûrement vu le prétexte idéal pour envahir l'Ukraine, est venu défendre cette demande d'indépendance. Bref, la guerre, c'est jamais juste, c'est jamais le bon choix. À part si t'as pas le choix, que tu te fais attaquer et qu'on commence à te tirer dessus, là faut se défendre. Mais voilà, donc réécrire l'histoire, c'est quelque chose que je trouve d'hypocrite, pour être honnête. Mais après, je veux pas non plus jeter la pierre à tous les collabos, parce que je pense qu'une partie d'entre eux le faisaient parce qu'ils avaient peur pour leur vie, hein. Je veux dire, le Troisième Reich, il était pas spécialement sympathique. Et du coup, peut-être que certains ont fait une équation toute conne, hein, sacrifier une partie de la population pour sauver la majorité. Voilà, là je fais l'avocat du diable, hein, j'aurais pas été pour, hein, quand j'étais gamin et que j'avais vu le film sur, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, la juive qui a écrit un journal intime, qui a été cachée par une famille, enfin bref, j'ai oublié son nom, culture générale de merde, la honte. Bref, elle s'appelle pas Jeanne d'Arc, c'est tout ce que je peux vous dire. Du coup, voilà, donc je voulais réagir sur ça. Et oui, les vainqueurs écrivent l'histoire, quoi, hein. C'est celui qui écrit le plus fort et qui tape le plus fort qui a raison et qui marque l'histoire. Voilà, et je trouve ça dommage. Je veux dire, parfois, il faudrait juste accepter que c'est ça qui s'est passé. Parfois, j'aimerais que les gens soient pas hypocrites et qu'ils disent vraiment c'est quoi leur intention et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ci, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, plutôt que de se cacher derrière des prétextes qui servent de bonnes excuses. Voilà, je voulais juste réagir sur ce que je venais de dire. Voilà, donc du coup, j'ai fini de lire le premier chapitre, hein, du coup, l'histoire de la démocratie. Donc en France, la démocratie, elle a été marquée par vraiment beaucoup d'événements. Alors il y a De Gaulle qui sort un peu du lot. En réalité, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a mené la France libre, la résistance de la France face au Troisième Reich. Ensuite, il a été élu au pouvoir, puis ensuite, il a voulu mettre en place une nouvelle république. Et du coup, j'avoue que voilà, pendant un moment, ça a été dit que De Gaulle il a quitté le pouvoir, laissant les trois partis majoritaires au pouvoir, le Parti communiste et deux autres partis que j'ai oubliés. Mais le Parti communiste s'alignait trop sur les propositions de l'URSS. Et du coup, en fait, ce que moi j'entends, en fait, c'est en fait, dans ce que j'ai lu, ce que je me disais, c'est il y a toujours eu ces petites chamailleries, en fait, en politique. En fait, depuis la nuit des temps, je pense que les hommes se disputent pour faire entendre leurs idéaux. Et que parfois, quand ils ont le sentiment de ne pas être écoutés, ils sont capables du pire. Et du coup, voilà, moi je pense que justement, parce que ça a parlé d'une sixième république potentielle, hein, en disant que la république qu'on connaît aujourd'hui a connu beaucoup de formes et beaucoup de réformes, et du coup, elle a beaucoup évolué, elle a su s'adapter, elle a su perdurer dans le temps en changeant d'apparence. Et on parle d'une potentielle sixième république. Moi, je pense qu'une sixième république, ça pourrait être pertinent si tout le monde se met d'accord pour la créer. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est qu'au final, c'est un seul homme qui sort du lot, un seul homme qui prend les décisions, un seul homme qui impose un peu sa vision à tous les autres qui le suivent, parce qu'au final, certains parce que c'est dans leur intérêt, d'autres parce qu'ils savent pas où aller, si on leur montre pas le chemin.
Et donc du coup, ce que je vois, c'est qu'on se dispute très souvent, en fait, la paix, en fait. C'est des visions de paix qui divergent. Il y en a qui pensent qu'on serait en paix si on faisait ça, il y en a qui pensent qu'on serait en paix si on faisait ça, si on faisait autre chose. Et du coup, c'est vraiment là où j'ai envie d'insister, il faut vraiment ouvrir les débats et le dialogue avec nos adversaires, avec les personnes avec qui on n'est pas d'accord, pour accorder notre diapason. Si on doit faire une sixième république, je veux pas que ce soit un seul homme qui l'a créé. Je veux que ce soit que tout le peuple y participe et que tous les députés, tous les sénateurs, tous les parlementaires, tous les politiciens puissent faire entendre un peu leurs arguments, leurs revendications et proposer des réformes qui permettraient d'améliorer les systèmes pour qu'ils soient plus justes et équitables pour les citoyens français et même peut-être inspirer le monde pour que ça se répande dans le monde. Parce que le slogan de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. La liberté, elle est étouffée. La fraternité, je l'ai pas souvent vue. Et l'égalité, elle existe que en théorie. Personne n'est égaux dans ce pays. Personne n'est égaux, personne n'a les mêmes chances à l'école, de par soit les capacités ou soit de par la situation de la famille. Voilà, donc du coup, je pense qu'il faut travailler pour l'égalité des chances. Voilà, donc du coup, je vais commencer à lire le deuxième chapitre et bah, comme d'hab, hein, je lis et je reviens et quand je réagis sur un truc et je me débrouillerai au montage plus tard. Du coup, voilà, j'étais à un passage où ça parlait de la Déclaration des droits de l'homme en citant certains articles, comme par exemple les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, l'article 1, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, article 3, la loi est l'expression de la volonté générale, tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation, article 6, etc. En fait, ce que je m'arrête dessus, c'est pour dire que ça, c'est vraiment ce que je pense. Moi, je pense qu'on a des bases assez saines, en réalité, dans la démocratie française. Je pense que les idéaux qui ont fait démarrer la révolution et qui ont perduré dans le temps, c'est des bons principes de base, en réalité. C'est des bonnes bases sur lesquelles on peut vraiment construire une société juste et égale pour tout le monde. Mais le truc là, c'est que ça se perd en grandissant. C'était ça quand j'étais gamin, ma prof qui m'a beaucoup sensibilisé à- au peuple. Hein. À l'époque, on commençait le service civique en CE2. J'avais 8 ans, 9 ans. Elle nous avait dit elle nous avait fait lire une phrase où une fille qui était née dans un autre pays que la France, un pays, je sais plus d'où, hein, pour être honnête, hein, Moyen-Orient ou Afrique, disait que voilà, tout homme n'est libre et égaux en droit, mais c'est en grandissant que ça change. En réalité, voilà, les principes, en fait, ils sont pas mauvais, pour être tout à fait honnête. Hein. Les principes défendus par la démocratie, par la République, ne sont pas mauvais. Au contraire, ils sont même très bons, en fait. Mais parfois, j'ai quand même l'impression qu'il faudrait faire une piqûre de rappel aux gens qui sont au pouvoir. Parce que ces idéaux-là sont pas spécialement toujours respectés. Je veux dire, je prends l'exemple, la loi et le bon vouloir du peuple. En gros, hein, c'est l'article 6, hein, je crois. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Article 6. On nous a bombardé de 49.3 il y a 2 ans bientôt, je crois. Et du coup, je pense pas que le peuple était pour que ces lois passent. Donc du coup, voilà, donc c'est dit dans notre constitution, mais c'est pas spécialement appliqué dans les faits. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est un peu ça que je trouve qui se fait endormir. Je reviens sur ce que je disais sur les vainqueurs écrivent l'histoire. Au final, c'est les gens au pouvoir, c'est comme s'ils avaient de compte à rendre à personne. Ils prennent leurs décisions et ils argumentent, ils argumentent, ils argumentent, et ils lavent le cerveau de leurs concitoyens en leur faisant croire que ce qui n'est pas un problème est un problème et que une solution qui n'est pas une solution est une solution. C'est plutôt la pratique qui est mauvaise, plutôt que la base. Et c'est ça qui me concerne en fait quand je regarde les infos, quand j'essaie de m'intéresser à la vie politique. J'ai vraiment l'impression d'être mis à l'écart des dialogues et de pas être respecté en tant que citoyen. Moi, je me suis jamais vraiment senti citoyen français au cours de ma vie. J'avais l'impression que certains droits et privilèges m'étaient pas accordés parce que je venais d'une famille typée, j'étais ni noir, ni blanc, ni arabe, donc j'avais pas d'ethnie phare. J'avais des amis hein, qui me jugeaient à ma juste valeur, hein, avec qui je m'entendais très bien. Mais j'ai toujours eu l'impression d'être mis à l'écart et de pas être respecté dans mon entièreté. Et ça, je ressens un peu plus quand je regarde les infos. On me fait croire que ce qui est un problème et ce qui est une consternation,
en est une, alors que si je me renseigne sur le sujet, pour moi, ça en est pas une. Voilà, donc du coup, c'est ça que j'aimerais dire. Les bases, elles sont solides, et il faudrait peut-être faire un retour aux sources, les politiciens. Parce que les principes de base qui ont fondé la Cinquième République ne sont pas mauvais, et c'est leur application et leur mise en place qui est mauvaise. Voilà, c'est ce que je pense. Allez, on va continuer de lire. Oui, donc du coup, j'ai lu, j'ai un peu continué à lire. J'avoue qu'il y a certains points qui ont été dits dans le livre, des points que j'avais soulevés, comme quoi ça avait pas, que justement le livre avoue que ça avait pas toujours été respecté la Constitution des droits de l'homme, qu'il a fallu combattre et insister pour qu'il y ait vraiment des mesures juridiques qui soient mis en place pour que ces articles soient respectés. Et là où je voulais m'arrêter en réalité, c'était sur le pluralisme, ils appellent ça. Le fait qu'il y a plusieurs partis politiques. Ça dit que les dictatures choisissent un parti politique unique et que les démocraties ont plusieurs partis politiques. En fait, c'est un peu un piège parce que qui dit plusieurs partis politiques dit qu'il y a un peu tout qui peut apparaître en réalité. En fait, bien sûr, c'est régulé, hein. Ça a été dit quand il parlait de la laïcité, que chacun était libre de faire son culte du moment qu'il ne gênait pas l'ordre public. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup, vraiment, vraiment, hein, mais il y a beaucoup de points de base qui sont vraiment très, très lucides et pertinents et qui sont les murs porteurs d'une démocratie juste et équitable. Et le pluralisme, en fait, c'est bien, en soi, hein, j'y réfléchis, je pense que c'est bien. Que plus il y a de partis politiques, entre guillemets, mieux c'est. Parce que du coup, le peuple aura plus de cap vers lequel se reposer pour justement voter. Mais en même temps, avec un système de vote actuel, c'est pas spécialement le mieux. Parce qu'on peut se retrouver avec une majorité, avec genre un parti qui a 30% pendant que les autres se disputent. Admettons, il y a 10 partis, il y en a un qui a 30%, les autres ils ont 7%, enfin 8%, parce qu'ils sont 9. En réalité, avec un système où celui de 30% passera quoi qu'il arrive au prochain tour, parce que ce sera le seul parmi les finalistes, ça tue le pluralisme en réalité. Ça fait que le deuxième vote, en réalité, c'est pas un vote de choix, c'est un vote de refus. C'est je refuse d'avoir lui comme président, donc je vote pour son opposant. Et c'est ça, en fait. Il faut que le système soit en accord avec ses idéologies. C'est pour ça que je pense sincèrement, et je reviens dessus et je le répète, hein, s'il faut une sixième république, il faut vraiment qu'il fasse plus de tours au suffrage universel. Deux tours, c'est pas assez. Les deux qui ont le plus de voix, qui s'affrontent dans un combat final de vote, c'est pas ce qui est le plus révélant concernant les envies des citoyens. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, donc du coup, je vais continuer de lire et je reviens tout de suite pour réagir. Là, du coup, à la partie où j'étais, ça parlait du droit de vote des femmes. Ça expliquait comment la bourgeoisie s'était, dans un premier temps, approprié le droit de vote, en réservant le droit de vote à une élite suffisamment riche et éduquée pour voter. Donc tout le monde n'a pas été directement mis dans la vie politique en réalité, malgré les intentions de base de la Révolution française. Et du coup, ceux qui ont le plus attendu, ce sont les femmes en réalité. Et moi, je ne sais pas trop comment réagir à ce sujet-là, pour être honnête. De moi, ce que je pense, l'égalité homme-femme, ça existe. Je suis pas dans des clichés, enfin ça existe, oui ça existe, mais il y a bien des choses qui sont propres à l'homme et des choses qui sont propres à la femme, concernant les hormones et la constitution du corps. Mais par exemple, une femme peut tomber enceinte, un homme ne peut pas tomber enceinte, hein, c'est bête, hein. Et du coup, j'avoue que moi, ça me paraît en fait être quelque chose d'évident que les femmes ont le droit de voter. Je veux dire, moi je suis né en 1995, j'ai grandi dans les années 2000, et du coup, j'avoue que j'ai toujours vu une société dans laquelle les femmes étaient investies. Donc l'inégalité homme-femme, moi je l'ai pas trop vécu, je suis un homme, j'ai vécu l'inégalité financière et ethnique. Et du coup, j'avoue que ça c'est un débat sur lequel je ne saurais pas quoi dire, parce que moi, ça me paraît normal, en fait, d'accorder le droit de vote aux femmes,
et de les faire participer à la vie politique. Je vois pas pourquoi est-ce qu'elles devraient être mis de côté. Après, c'est vrai que pendant de longues années, le même schéma s'est répété. Les hommes travaillaient, les femmes étaient au foyer, mais en réalité, il s'est instauré juste parce que c'était une société patriarque. C'est pas impossible que, je veux dire, bah, c'est un exemple tout con qui me vient en tête, mais je sais que la Russie, elle a eu des tsarettes, entre guillemets, elle a eu des tsars femmes. Donc du coup, j'avoue que en fait, moi je vois pas psychologiquement la différence qu'il y a entre les hommes et les femmes pour argumenter sur le fait oui c'est normal que les femmes n'aient pas le droit de vote parce qu'elles sont pas assez dans la vie de la société, elles sont trop au foyer. Ça a été dit au bout d'un moment dans le livre que c'était un des arguments. Et justement, une fois que le droit de vote a été accordé aux femmes, ils se sont rendus compte que les habitudes de vote des femmes étaient plus saines en réalité. Elles avaient moins tendance à se laisser charmer par les extrêmes. Et du coup, voilà, donc je tenais à réagir sur ce sujet parce que je l'ai lu et je pense que c'est important que dans notre société, on comprenne que homme ou femme, on a tout autant le droit de manifester son opinion. Justement, après, moi, j'avoue que je suis pas trop dans ces initiatives de féminisme et tout ça, hein, je suis pas trop tout ça. Je suis pas spécialement féministe, mais je suis pas non plus masculiniste. Je dis pas que oui, les hommes sont meilleurs que les femmes ou que les femmes sont meilleures que les hommes. Je veux dire, ça dépend de l'individu. Ça dépend de l'individu, à chaque fois, ça dépend de l'individu. Je sais pas, moi, quand j'étais gamin, les meilleurs élèves, il y avait il y avait autant des garçons qui étaient le meilleur élève de la classe que des filles qui géraient en cours aussi. Donc, du coup, pour moi, il y a pas de raison qu'il y ait cette différence. Je trouve même que c'est un peu consternant qu'on ait mis autant de temps avant de se rendre compte que la femme avait tout autant le droit de vote qu'un homme. Voilà, en même temps, je suis pas choqué parce que c'est un peu la matrice dans laquelle ont évolué beaucoup de personnes avant nous et que c'est normal qu'il y ait des résidus. Mais en fait, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'hommes riches voulaient conserver le pouvoir malgré le fait qu'il y a eu la révolution. Ils voulaient pas que tous les citoyens participent à la vie politique. Et donc du coup, voilà, donc je voulais réagir sur cet arc, le droit de vote des femmes. Pour moi, c'est quelque chose qui est naturel, que les femmes aient le droit de voter. Elles ont tout autant le droit d'avoir une opinion politique, surtout qu'à notre époque, maintenant, les femmes, elles travaillent, elles sont pas spécialement tout le temps au foyer. Je veux dire, c'est qu'une question de choix, hein, c'est qu'une question de choix. Je veux dire, même maintenant, ça existe, hein, des hommes au foyer, où c'est la femme qui travaille et l'homme qui s'occupe de la maison. Donc du coup, voilà. Donc je pense que c'est normal que les femmes aient le droit de vote. Et j'avoue que c'est vraiment pas cool pour les femmes, que déjà il y a encore des inégalités qui existent dans le monde du travail, et qu'il y a encore des clichés en tête concernant le monde du travail, et que la différence de salaire, tout ça, et qu'elles soient encore obligées de se battre pour leurs droits, alors que ça devrait être quelque chose qu'on leur autorise à avoir naturellement. Parce qu'il n'y a aucune raison de s'opposer aux droits des femmes. Voilà. Et voilà, je voulais juste réagir, maintenant je vais continuer de lire et je reviens tout de suite. Voilà, là, ce qui a été dit, c'est le titre, c'est qui vote. Alors en gros, c'est expliqué que pendant un moment, le vote, il était réservé qu'aux personnes qui avaient plus de 21 ans. Et ensuite, il y a une loi qui est passée qui autorise à voter à partir de 18 ans. Ensuite, c'est dit qu'on est automatiquement inscrit dans les listes électorales de sa commune, si on réside à la commune et qu'on est majeur. Et en réalité, il est dit que ils utilisent le terme de déchet, ils le mettent entre guillemets. Il y a des personnes qui votent pas. Je veux dire, il n'y a pas toute la France qui vote. Je me prends moi comme exemple. Très longtemps, je me suis pas intéressé à la vie politique et surtout, j'avais pas l'impression d'influencer la vie politique. Et que mon choix avait de l'importance. Et en plus de ça, la plupart du temps, j'aurais voté blanc au lieu d'aller voter. Et comme le vote blanc n'est pas pris en compte dans les suffrages universels, je trouve que autant ne pas aller voter, quoi. Et ce que je voulais dire, c'est oui, beaucoup de personnes ne se sentent pas pris en compte dans la vie politique. C'est pas un ressenti qui m'est propre à moi en tant qu'individu. Je pense que beaucoup de personnes sont un peu paumées en politique. Et et ça parlait d'obliger le vote. Alors apparemment, c'est en Belgique, c'est fait. Le vote est obligatoire. Mais je pense pas que ce soit une solution en réalité de rendre le vote obligatoire. Parce que les gens risquent de se rendre au bulletin de vote juste pour voter blanc. Et le livre est très pertinent. Il dit qu'en fait, c'est aux acteurs politiques de donner envie aux gens d'aller voter. C'est pas les gens qui doivent se forcer à aller voter. C'est plutôt les politiciens qui devraient nous remplir d'espoir
et de positivité en se disant putain si lui il est au pouvoir les choses elles vont changer, elles vont s'améliorer donc je vais voter pour lui. C'est pas à nous en fait de se dire ah, il faut que je choisisse le meilleur parmi les gens qui se proposent parce que c'est un droit, c'est un devoir de citoyen d'aller voter. Je pense que le vote ça devrait et doit et devrait être un droit et un droit hein, donc qui partout dans le monde pour plein de sujets, pour des lois, pour des représentants, pour plein de trucs, mais qui dit droit dit qu'on n'est pas obligé de le faire, on peut s'en abstenir. Moi, personnellement, je vous mens pas que j'ai suivi la politique, j'ai juste pas envie que le RN passe et c'est tout. J'ai pas vraiment de parti politique, à part peut-être les communistes, parce que quand j'avais lu quand je m'étais renseigné pour les européennes, les communistes semblaient être les plus lucides parmi les prétendants. Mais après, voilà, hein, c'est comme je disais au début de cette vidéo, j'ai toujours cette impression d'être une minuscule goutte d'eau dans un immense océan et que je sois là ou pas, ça va faire la différence. Voilà, donc du coup, j'aimerais, des fois, j'aimerais vraiment que des hauts placés regardent mes vidéos, les écoutent, que ce soit pour les idées, que ce soit pour les idéaux, que ce soit des protocoles ou que ce soit des idées de loi, patati patata, de mise en place du système pour améliorer les choses. J'aimerais être écouté. D'ailleurs, voilà, hein, je l'avais dit dans une vidéo, mais on peut envoyer une lettre au président sur le site de l'Élysée. Donc si vous avez des idées politiques, envoyez des lettres, peut-être que ce sera mis en place, on ne sait pas, on ne sait jamais. Et donc du coup, voilà, mais le vote, c'est plutôt les politiciens qui devraient nous donner envie, plutôt que nous qui devrions nous forcer, sous prétexte qu'il faut participer à la vie politique. Je veux dire, on a tout autant le droit que d'être convaincu par un politicien, que justement d'être convaincu par aucun politicien, de se dire il n'y en a aucun qui vaut le coup que je vote pour lui. C'est notre droit à nous, c'est notre choix à nous, c'est pas le choix de tout le peuple, c'est entre moi et l'État le vote. C'est pas entre moi et les citoyens, c'est entre moi et l'État. C'est moi qui décide ou pas d'utiliser mon droit de vote pour voter ou pas pour lui ou pour elle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Là, je viens de lire un passage sur les fraudes électorales. Donc, c'est dit que tous les partis ils ont participé ou ils ont été acteurs d'une fraude au moins une fois au cours de leur existence. Bah, j'avoue que ça, c'est un peu quelque chose, moi personnellement, je me suis toujours demandé, parce que c'est très souvent le même schéma qui se répète. On a la droite de Marine Le Pen qui arrive à passer le second, qui arrive à atteindre le second tour. Et on a un deuxième candidat et à chaque fois, le résultat, c'est 51% contre 49%. Ce chiffre m'a toujours fait réfléchir en me disant putain, mais on dirait que c'est truqué, qu'on nous fait croire que le RN va passer pour nous faire peur, et alors qu'on a déjà choisi qui était le président. Après, les fraudes, en réalité, voilà, c'est ça. En fait, on en revient à ce que je disais au début. Il y a toujours des gens qui finissent par apparaître et par vouloir le pouvoir à tout prix, sans respecter les individus qu'ils ont en face d'eux. Et en fait, je trouve ça dommage. Alors, les juges sont là pour vérifier, pour réguler. Et apparemment, c'est en voie de disparition, mais il y en a une. Il y en avait une il n'y a pas longtemps, hein, d'après ce que disait le livre, ils n'ont pas donné de date, mais ils disent que c'était arrivé dans l'histoire récente de la France. Et en fait, je trouve ça dommage. Déjà, c'est des gens qui sont payés pour parler, en disant ça c'est bien, ça c'est mal, et pour prendre des choix politiques, certes, et pour avoir un peu la pression des dirigeants. Comme j'explique au début, hein, gérer un pays, c'est pas chose simple. Hein. Mais ça me fait me dire en réalité que, ah putain, en fait on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un bâtard qui apparaisse et qui dise ouais mais là je vais faire croire que eux c'est des électeurs alors qu'en fait ils n'existent pas pour avoir plus de voix pour mon parti, parce que je veux être au pouvoir, parce que moi j'ai raison et que les autres ils ont tort. Et en fait je pense plus que les fraudes, ça ne fait que révéler que on a toujours cette fermeture d'esprit aux idéaux des autres. On a du mal à se dire que l'autre peut avoir un point de vue différent, tout aussi légitime que le nôtre. Alors je dis pas que tous les points de vue sont légitimes, hein. Par exemple les idées racistes, qu'elles soient antisémites, anti-musulmanes, même anti-catholiques, anti-blancs, anti-noirs, anti-arabes, anti-tout, quelle que soit l'idée raciste, je pense pas qu'elle est légitime, parce que pour moi on est tous des êtres humains, on est tous faits de chair et de sang, et on a tous une, pour moi en tout cas, on a tous une âme. On est tous égaux devant Dieu. Et du coup, en fait, c'est la quête du pouvoir le problème. C'est qu'à chaque fois, l'histoire se répétera. C'est pour ça que ouais, j'avoue que ouais, genre, faut se battre pour préserver ces droits pour lesquels se sont battus
ceux qui étaient là avant nous. Mais en même temps, ça change rien au fait que des fois dans la vie politique, je me sens absolument pas concerné. Même quand j'essaie de regarder les infos pour m'informer, j'ai pas l'impression que les sujets qu'on traite, c'est des sujets, c'est vraiment les sujets importants sur lesquels il faudrait s'arrêter et réfléchir. Voilà. Donc du coup, je voulais juste réagir sur ces scrutins. Et il y avait autre chose, oui, il y avait les rituels des politiciens. Vous savez, faire... c'est quoi le mot c'est quoi le mot? Faire campagne. Faire campagne. Ouais, tout ça, même si on est dans un pays laïque, et même s'il y a des personnes qui sont musulmanes, d'autres qui sont catholiques, d'autres qui sont protestantes, hein, chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Hein. Moi, je crois bien en une chose qui m'est unique, je crois au signal. Des extraterrestres sont télépathes et ils parlent avec nous par les âmes. Je crois en ça. Mais du coup, ouais, on est chacun libre d'avoir des croyances qu'on veut, hein, enfin les croyances auxquelles on croit, hein, parce que des fois une croyance tu la veux pas spécialement, hein, il t'arrive à un truc et t'arrives à la conclusion que c'est forcément ça. Donc du coup, ce que je veux dire c'est que ouais, ce rituel de passer à la télé, de donner des t-shirts, de créer un mouvement, c'est vraiment ça qui pour moi tue la politique, c'est que ça reste un concours de popularité. C'est pas un débat réfléchi sur le bien ou le mal du pays, le bien ou le mal pour le pays. Ça, c'est un concours de popularité et c'est celui qui gueulera le plus fort et qui clashera le mieux son voisin qui sera élu au pouvoir. Et ça entretient une mentalité qui n'est pas spécialement saine, c'est-à-dire cette mentalité du clash. Des fois, je sers, hein, j'ai des propositions sur X, là, le nouveau Twitter, de messages où des gens se clashent. Ah, j'y crois pas, il a fait ça. Ah non, mais en vrai, les gars, vous devriez être comme ça. Hein. Ah, mais en fait, les go qui sont comme ça, ils sont pas bien. Hein. Et c'est fou, on a une culture du clash en France. On dirait qu'on peut pas débattre sans se clasher. Et c'est pas et les représentants ne nous aident pas, hein, parce que les représentants, c'est les premiers à clasher, hein, à s'entreclasher. Voilà, et je pense que ça, faudrait faire évoluer les mentalités. Je reviens à ce que je disais au début, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit en se disant que ouais, des personnes sont libres de croire et d'avoir leurs idéaux qui leur sont propres avec leurs arguments, ou parfois même pas d'arguments juste parce qu'ils pensent que c'est pas bien ou que c'est bien. Voilà, donc du coup là il me reste plus beaucoup de temps pour faire 1 heure de vidéo, donc je vais continuer un peu de lire et je reviendrai sûrement pour 2 ou 3 dernières réactions. Oui, alors là, c'est un passage qui parle de la proportionnelle. En fait, c'était dit qu'il y a scrutin majoritaire et scrutin proportionnel. Par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est pas, ils sont pas expliqués les deux dans le détail. En fait, ce qui est expliqué, c'est juste la proportionnelle en disant attention, c'est un piège. Euh, la proportionnelle, ce serait un piège parce qu'en fait, il n'y a pas de majorité qui se dégage et donc du coup, le pays, il est ingouvernable. Bah moi, en fait, en soi, je vois pas en quoi c'est un problème qu'il n'y ait pas de majorité qui se dégage. Parce on est tellement en France, on a tellement des vies cosmopolites et différentes les uns des autres, qu'on peut pas tous avoir les mêmes opinions et les mêmes avis. Donc le pluralisme, en fait, ils veulent un pluralisme politique, mais ils veulent qu'il n'y ait qu'un seul parti politique qui gouverne. Moi, je pense que la base de la démocratie, la vraie base, la vraie essence de la démocratie, c'est les compromis. C'est-à-dire, c'est que deux partis politiques soient d'accord de discuter entre eux pour trouver des accords qui mettraient les deux à l'aise. Et donc du coup, j'avoue que de dire que la proportionnelle ne serait pas une bonne solution, j'avoue que non, je suis pas d'accord. Surtout qu'en plus de ça, il y a une sorte de seuil qui doit être respecté. Il faut minimum avoir 5% de vote pour avoir un siège de député à l'Assemblée. Et je sais pas quel groupe exactement c'est, mais en gros, pour avoir un siège au pouvoir, il faut 5% de vote minimum. Mais si, moi je pense que la proportionnelle, ça pourrait être intéressant, mais il faudrait changer les mœurs d'abord. Il faudrait changer la manière de faire de la politique. C'est-à-dire, faut arrêter les clashs, faut arrêter les insultes, faut arrêter de s'énerver, faut arrêter de dire lui il est nul, moi je suis meilleur. Faut se dire, ok, lui il pense pas comme moi je pense comme si, toi tu penses comme ça. Viens, on discute et on trouve un terrain d'entente sur lequel tous les deux on est d'accord. Je pense que c'est ça à la base. Je pense vraiment que c'est ça à la base. Donc la proportionnelle, je pense que ça peut être une solution. D'ailleurs, voilà, hein, ça a été François Bayrou en parlait il y a pas longtemps. Je suis tombé vite fait sur un gros titre qui disait que Bayrou avait promis la proportionnelle. S'il reste au pouvoir, si je reste Premier ministre, vous aurez la proportionnelle. Donc du coup, j'avoue que moi je pense que ça peut être une bonne chose. Parce qu'au moins comme ça, le vote, il aura encore plus d'importance. Parce que ce sera pas, je sais pas comment c'est défini actuellement. Et c'est ça que je reproche
à mon livre là, c'est qu'il m'explique pas comment est-ce que les sièges de députés sont définis. Alors je crois qu'on vote, il y a les législatives qui permettent d'élire un député de notre circonscription qui aura une place à l'Assemblée nationale pour dire moi je suis d'accord avec cette loi, moi je ne suis pas d'accord avec cette loi, moi j'ai cette idée de loi, moi j'aime pas ton idée de loi. Mais au final, ce qui m'énerve en fait, c'est que ça reste toujours des gens qui sont payés pour se disputer en fait. Maintenant je résume, ils sont payés pour se disputer avec les autres. Mais en même temps, voilà, c'est vrai que faut pas se laisser marcher dessus par les autres, il faut pas avoir peur de défendre ses idées, je suis d'accord avec ça, mais il faut rester serein et humble dans la manière de le faire. Donc on va continuer de lire, il me reste encore un peu de temps. Ouais, du coup, je viens de finir le chapitre 2, donc j'ai lu pas mal de textes qui parlaient comme quoi la proportionnelle c'était pas bien, que en fait notre scrutin c'était un binominal, plein de mots techniques ont été utilisés. C'est marqué la politique pour les nuls, mais des fois ils utilisent des mots techniques que je comprends pas spécialement. Et donc du coup, ça m'a donné une idée en fait, parce que en fait, ce que je note, c'est que l'argument en fait pour éviter les proportionnels, c'est pour qu'il y ait une majorité qui se dégage. Mais comme je vous disais plus tôt, c'est pas parce qu'on est majoritaire qu'on a forcément raison. Parfois, c'est la minorité qui a raison. Je veux dire, si on est... J'ai pas d'exemple qui serait pertinent en réalité. Mais c'est juste, dans certaines situations, à certains moments, c'est parfois un seul individu sur 10 qui va avoir la bonne réponse. Et donc du coup, être majoritaire dans un idéal ne veut pas dire que c'est un idéal juste. Donc il faut de la place pour les personnes, même si elles sont minoritaires, pour qu'elles puissent s'exprimer et au moins essayer de convaincre d'autres personnes. Et donc du coup, moi je pense que la proportionnelle, c'est la plus legit en réalité. On vote pour un certain nombre de personnes. Après voilà, ça faciliterait la tâche pour les partis les plus populaires. Ils auraient plus de place, donc ils pourraient faire passer plus de lois. Mais voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'était que voilà, j'insiste toujours. En fait, l'idée que j'ai eue, c'était que lors des législatives, au lieu de voter pour un seul député, il y ait 2 à 3 députés qui soient élus. En fait, là, le livre disait que certaines personnes voulaient éliminer des postes, mais pourquoi pas créer des sièges à l'Assemblée en plus et faire les législatives normalement, chacun vote pour qui il veut, et les personnes qui dépassent 12,5% ont un siège à l'Assemblée nationale. Je pense que ce serait le bon compromis, ou en tout cas les 2 premiers, je sais pas, idée à creuser. Mais c'est pas moi, depuis mon 20 mètres carrés à Montpellier, qui vais réussir à changer les choses. Voilà, j'avais dit que j'essaierais, en fait, je vous l'avais pas dit, hein, mais je visais 1 heure de vidéo. Et du coup, je suis à 58 minutes de rush et j'ai fini 2 chapitres et je me dis bah tiens on va s'arrêter là. Donc du coup c'était le premier épisode de la politique pour les nuls. Donc je lis mon livre et je réagis à ce que je vois et je dis ce que je pense du système. J'ai bien aimé faire cette vidéo, donc j'ai pas peur de partager mes idéaux, tout ça. Après voilà, hein, des fois je suis peut-être dans l'erreur des fois. C'est possible que je sois dans l'erreur parce que il y a des notions que j'ai pas, des choses que je ne sais pas. Mais j'essaye en tout cas, j'essaye de m'investir dans la vie citoyenne à ma manière. Et du coup voilà, là je crois pas que j'ai dit au début de la vidéo, mais je crois qu'en 2026 il va y avoir les municipales. Donc du coup va falloir que je fasse ma carte d'électeur. Et du coup voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce business de politiciens qui régit les journaux et la vie des journalistes. Moi, je suis quelqu'un qui pendant très longtemps n'a pas accordé d'attention à tout ce qui se passait. J'écoutais de temps en temps à la télé les démocrates, les politiciens qui passaient à la télé en écoutant d'une oreille à moitié attentive voir ce qu'ils disaient. Après, voilà, j'ai mes propres idéaux, j'ai mes propres convictions. Elles sont peut-être pas en accord avec les vôtres, c'est possible. Mais ce que je veux, c'est qu'on ouvre le débat. Et qu'ensemble, on réfléchisse à comment améliorer les choses, comment améliorer le système, plutôt que juste de dire là c'est nul, là c'est pas bien, faut changer les choses. Bref, avec cet outro, j'ai atteint 59 minutes et 34 secondes, 35 secondes, 36 secondes, bref, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!